Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'impossible consentement d'un mineur à avoir une interrelation sexuelle avec un majeur. Question qui agite beaucoup les associations de protection de l'enfance. C'est pourquoi nous avons créé un collectif pour l'enfance regroupant plus de 30 associations. Avant de parler des éléments constitutifs du consentement selon la loi, je vais vous donner une définition consensuelle du consentement pour les psychologues. Vous verrez qu'il n'est pas nécessaire que l'enfant paraisse consentant pour qu'il ne s'agisse pas d'une agression sexuelle. Cela montre clairement qu'il y a un hiatus considérable entre la loi et l'opinion des psychiatres et des psychologues. Les éléments constitutifs du consentement sont de 4 ordres. Le premier élément est que le consentement doit être antérieur ou concomitant à l'acte. Le second élément est qu'il doit émaner d'une personne naturellement capable de comprendre la portée de l'acte. Le troisième est qu'il doit être libre de toute pression physique ou psychologique. Le quatrième est que le consentement doit être éclairé. Il doit correspondre à la représentation que s'en fait la personne. Le cinquième et dernier élément constitutif est qu'il doit être adéquat. Il doit correspondre aux attentes de celui qui a consenti. Nous allons voir successivement ces éléments constitutifs. Le premier, le consentement antérieur ou concomitant. Le premier obstacle est la dissociation péritraumatique. Nous savons qu'une personne qui subit un stress important ou un événement traumatique peut se retrouver dans un état second, un état de dissociation, c'est-à-dire un état où le cerveau émotionnel ne correspond plus avec le cortex. Dans ces conditions, la victime peut paraître avoir consenti si on ne connaît pas ce mécanisme qui est maintenant extrêmement connu, même du grand public. Le second obstacle, les troubles du comportement qui caractérisent les personnes qui ont subi des maltraitances répétées et bien entendu des agressions sexuelles répétées. Ces personnes ont tendance à avoir des comportements qui les exposent à être à nouveau victimes. Ils fuguent, consomment de l'alcool, ne peuvent pas gérer leurs émotions, n'ont aucune confiance en elles. On pourrait penser que ces victimes sont provocatrices ou, comme on le dit fréquemment, qu'elles l'ont bien cherché. Le troisième élément, peut-être le plus important, c'est que les agressions sexuelles répétées et les maltraitances répétées se déroule dans un climat d'emprise, où un agresseur utilise des stratégies pour mettre la victime en état de domination complète, pour en faire sa petite chose. Un auteur américain, Smith, a décrit un syndrome d'accommodation en 7 phases. Vous les avez sur le diaporama et vous voyez que ceci est très progressif. Deuxièmement, qu'en est-il de la compréhension de la portée de l'acceptation du mineur? Nous savons que l'accès libre à la pornographie, de plus en plus fréquente chez les mineurs, leur donne une représentation assez exacte des rapports sexuels. Mais il y a une marge entre le fantasme et la réalité. D'ailleurs, les études montrent que les premiers rapports sexuels librement consentis surviennent au-delà de l'âge de 17 ans chez les filles comme chez les garçons, ce qui est peut-être l'âge où, en général, un mineur a une maturité suffisante pour accepter librement une relation sexuelle. Troisièmement, qu'en est-il de l'absence de pression physique ou psychologique? C'est tout le problème de la contrainte. Car nous savons qu'un viol ou une agression sexuelle, c'est un acte commis
avec menaces, contraintes, violences ou surprises. Nous avons aussi parlé des relations d'emprise et du chantage affectif, ou évidemment des menaces que l'auteur met en place pour obtenir le silence de la victime. Ensuite, dans ces relations d'emprise, la stratégie perverse la plus commune, c'est l'inversion. L'agresseur va organiser son impunité en culpabilisant la victime. Il lui dira par exemple « Mais enfin, tu aurais pu me dire non. D'ailleurs, j'ai arrêté dès que tu m'as dit non. C'est notre histoire d'amour. C'était formidable. Tu sais bien que tu acceptais. » Ça a le double avantage de culpabiliser la victime et surtout d'organiser son impunité. La représentation exacte de l'acte envisagé. Nous pouvons retenir la confusion de langue entre le mineur et le majeur décrite par Ferenczi. L'enfant souvent utilisera des manœuvres de séduction pour attirer l'attention de l'adulte pour obtenir de la tendresse, mais en aucun cas un rapport sexuel auquel il n'est pas absolument prêt. En conclusion, le collectif pour l'enfant estime qu'il faut changer la loi. La loi française n'a pas encore aboli l'atteinte sexuelle et pose donc la question impossible pour les psys du consentement d'un mineur. Enfin, soulignons l'importance extrême des expertises que les juges demandent pour être éclairés, et il faut que les experts connaissent bien tous les mécanismes que nous venons de décrire. Je vous remercie.